Je pense que tout a commencé avec l'implosion de l'URSS. L'URSS a implosé et les États-Unis étaient désespérés à l'idée que l'OTAN puisse disparaître. Et c'était, vous savez, une constante de l'équation. L'OTAN doit survivre. Eh bien, ils ont élargi l'OTAN contre la volonté et l'opinion de personnes très érudites. Et les conséquences ont été dévastatrices. Et l'Europe a suivi. J'ai eu une interview avec M. Rahr, qui est un intellectuel allemand bien connu, et il m'a dit que c'est une sorte de haine détournée. Ils en ont assez d'être considérés comme les méchants du monde. Et ce qu'ils font, c'est projeter cela en Europe, un autre pays, et ils projettent cela en Russie. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal des études de neutralité, et aujourd'hui je parle pour la deuxième fois avec l'ambassadeur José Zorrilla. L'ambassadeur Zorrilla a rejoint le service diplomatique espagnol en 1973, devenant consul général à Milan. Ensuite, il a travaillé à Shanghai et à Moscou, et enfin, il est devenu ambassadeur d'Espagne en Géorgie en 2011. La dernière fois, l'ambassadeur Zorrilla a parlé sur cette chaîne de ses expériences très intéressantes dans le monde. Et aujourd'hui, nous voulons discuter de son évaluation de la, diplomatie, si on peut l'appeler ainsi, de l'administration Trump envers le monde entier. Alors, ambassadeur Zorrilla, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup, Pascal, pour votre aimable hospitalité et pour avoir écouté les réflexions d'un vieil homme, vous savez. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être si gracieux. J'apprécie beaucoup votre évaluation et aussi votre franchise que vous avez partagée la dernière fois. Et vous savez, j'aimerais vous demander, en tant qu'ancien diplomate espagnol, comment voyez-vous ce que font les États-Unis en ce moment? Nous enregistrons cela le vendredi 18 avril. La guerre des tarifs est en cours, et je pense que la guerre des tarifs se transforme maintenant en quelque chose comme une confrontation économique ouverte avec la Chine. Quelle est votre évaluation? Eh bien, pour commencer, je ne peux pas croire ce que je vois, vous savez. C'est le début, l'incrédulité. C'est difficile à croire. Mais c'est un sujet très ésotérique, vous savez. Je voudrais commencer, si cela ne vous dérange pas, par une petite introduction. Je ne suis pas un spécialiste, mais vous savez, une petite introduction parce que j'ai dû étudier l'histoire économique, juste un peu, vous savez. Donc, je voudrais commencer en disant que j'ai souffert dans mon pays, dans mon propre pays, du mal de l'autarcie. C'était une invention nazie, vous savez. Si vous importez quoi que ce soit de l'étranger, c'est contraire à la souveraineté nationale de votre pays. Allez comprendre. Eh bien, Franco a maintenu cette philosophie pendant 20 ans. À la fin de cela, en 1959, il a fallu changer de cap. Il n'y avait pas d'argent, même pas pour payer les diplomates. Pendant la majeure partie d'une année, les diplomates espagnols n'ont reçu aucun argent d'Espagne parce que l'Espagne avait complètement épuisé sa monnaie étrangère. Donc je ne suis pas très favorable à l'idée des importations négatives. L'idée que l'importation dans un pays est mauvaise. Définitivement pas. En fait, les tarifs ne sont ni mauvais ni bons. Vous savez, il y a un classique à ce sujet, une apologie des tarifs par Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder. Donc l'idée est que lorsque vous commencez la courbe de développement, vous devez être protégé par des tarifs du reste du monde. Sa philosophie est un classique, Kicking Away the Ladder. Mais vous savez, une fois que vous avez laissé derrière vous toute cette première partie de la courbe, alors les tarifs commencent à disparaître. C'est naturel. Cela s'est également produit en Espagne, partout. Il y a un événement très important dans l'histoire économique de l'Occident, en Angleterre. Lorsque l'Angleterre, au début du 19e siècle plus ou moins, a décidé de changer, de modifier, a décidé d'opérer un changement de paradigme.
et ils ont introduit les très célèbres Corn Laws. Les Corn Laws signifient que le marché anglais, était ouvert aux importations du continent. Et cela a été un grand changement, car en Angleterre, cela signifiait que la noblesse terrienne n'était plus le noyau même du pays, mais plutôt les barons industriels. C'est un moment très important dans l'histoire économique de l'Angleterre. Mais en général, vous savez, les tarifs sont considérés comme étant du côté obscur de la force. Ils ne sont pas la tasse de thé des économistes du monde entier. Ce n'est pas une bonne idée. Mais au début, souvenez-vous, il y a un moment très célèbre dans l'histoire de l'Occident lorsque FDR et Churchill se rencontrent pour la première fois dans les eaux brumeuses de l'Atlantique Nord. Et c'est une question de dossier public. FDR a demandé à Churchill « Que va-t-il se passer après la guerre? Parce que je ne vais pas soutenir l'Empire britannique. Je ne vais pas envoyer mes garçons mourir pour un empire. » Lisez-le correctement. Pour une partie protégée du monde, pour une partie protégée par des tarifs du monde. Préférence impériale, vous savez. Je ne vais pas envoyer mes enfants mourir pour ça. Et Churchill ne savait pas quoi dire. Il a balbutié quelque chose comme « Eh bien, les préférences impériales sont justes. » Il a fallu longtemps pour se débarrasser de ces tarifs, seulement dans les années 70 avec l'Union européenne. Pas avant. Vous parlez des tarifs que l'Empire britannique imposait à ce qu'il appelait à l'époque le Commonwealth, n'est-ce pas? Et le Commonwealth commerçait dans son sein, mais avait des tarifs plus élevés pour les membres non Commonwealth. C'est ça, les préférences impériales. Et ils ont maintenu les préférences impériales jusqu'aux années 70 lorsqu'ils ont rejoint l'Union européenne. Mais c'est très important parce que FDR était déterminé. Je n'enverrai pas mes garçons mourir pour l'Empire britannique. Donc vous voyez, les tarifs peuvent parfois être stratégiques et très importants. Mais la véritable question est ce qui s'est passé lorsque l'Empire austro-hongrois s'est effondré. Les économistes, l'école autrichienne, dirigée à l'époque par von Mises, ont vu avec inquiétude qu'une seule unité était devenue 8 ou 9 pays souverains. Et von Mises était déterminé à supprimer toutes ces frontières. Non pas les frontières nationales, mais les frontières économiques, et à créer un nouveau monde pour étendre l'idée de l'Empire austro-hongrois au monde entier. Cela a créé le cycle de Montevideo, puis le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et enfin s'est développé en Organisation mondiale du commerce. Eh bien, tout cela appartient à l'histoire, Pascal. Tout cela appartient à l'histoire. C'est incroyable. C'est vrai, vous savez. Trump ignore tout ce passé. Et franchement, c'est un tournant dans l'histoire de l'Occident. Il veut revenir au bon vieux jour. Je pense que c'est très, très difficile. Quand j'étais enfant, enfin, quelque chose comme 17-18 ans, j'ai appris à l'université qu'il y a une courbe de développement. Et puis, dans la courbe de développement, le tout premier élément était l'agriculture. Le second était l'industrie. Et le troisième était les services. Donc la fabrication est la deuxième partie de la jambe. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je veux dire, le temps a une signification absolue. Einstein, nonobstant. C'est Newton. Einstein notwithstanding. This is Newton. So it goes this way, whoop, and you cannot go back. Alors, ça se passe comme ça, et vous ne pouvez pas revenir en arrière. De plus, même si vous essayez de ramener la fabrication dans votre pays, vous devez réaliser que les travailleurs ne sont plus là. Les robots sont à la mode aujourd'hui. Regardez, voyez n'importe quelle usine maintenant. Il n'y a pas de gens qui travaillent, pas de travailleurs. Vous vous souvenez des temps modernes de Chaplin? C'est fini. Les robots le font, vous savez. Ça n'a de toute façon aucun sens. Cela avait du sens à l'époque des États-nations. Disons l'Allemagne est l'Allemagne, autonome. La France est la France. L'Angleterre, eh bien l'Angleterre est aussi différente. Mais de toute façon, l'Italie est l'Italie. Et puis de temps en temps, il y a une guerre. Si ma mémoire est bonne,
Je pense que c'est ainsi que le monde est décrit dans La montagne magique de Thomas Mann, vous savez. I think this is how the world is described in The Magic Mountain by Thomas Mann, you know. But in those days, of course, you could put tariffs on the Italian. Mais à cette époque, bien sûr, vous pouviez imposer des tarifs sur les produits italiens parce que vous vouliez vendre vos voitures. Et puis les Ferrari, vous savez, représentaient un défi indésirable. D'accord. Bien, compris. Mais en ce moment, regardez. Vous tenez dans vos mains cette merveille d'optique, qui est une paire de jumelles Leica. Croiriez-vous que la plupart de cela est chinois? Donc cette grande optique allemande, oui, l'optique est probablement allemande, fabriquée en Allemagne, mais le reste ne l'est pas. Tout est chinois. Donc cela n'a pas beaucoup de sens d'imposer un tarif sur le produit allemand, parce que le produit allemand n'est pas allemand. Vous savez, tout est interconnecté. C'est comme, vous savez, essayer de déconstruire une sauce mayonnaise. Vous ne pouvez pas. Vous savez, tout est une sorte d'unité. Vous... Vous avez un remède pour remettre l'œuf en ordre, n'est-ce pas? Si c'était l'objectif. Parce que, comme vous l'avez dit, les États-Unis ont été pendant longtemps le champion du libre-échange. Et ils étaient le champion parce qu'ils en ont tellement bénéficié. Et c'est bien sûr retirer l'échelle. Parce que l'échelle utilisait des tarifs au début pour développer des industries nationales championnes. Et ensuite, vous savez, passer par les différentes étapes du développement, n'est-ce pas? Et une fois que vous êtes plus ou moins riche, vous vous débarrassez des tarifs et vous bénéficiez d'une main-d'œuvre moins chère à l'étranger. Benefit from cheaper labor abroad. And the United States for the longest time said other countries Et les États-Unis ont longtemps dit que les autres pays ne devaient pas protéger leur marché. C'est mal. C'est mal de protéger vos marchés. Vous êtes un communiste si vous le faites. Vous êtes le pire du pire. Et cela a duré les 30 dernières années. Et maintenant, cela a changé en son contraire, n'est-ce pas? Mais pire encore, il semble que la protection du marché américain ne soit plus le seul objectif, car un tarif de 145% n'est pas un tarif protecteur. C'est un tarif prohibitif. Que pensez-vous qu'ils recherchent? Nous en discuterons plus tard. Vous aviez raison quand vous l'avez dit. Bismarck, l'homme d'État allemand, l'a très bien exprimé en disant que le libre-échange est l'arme des puissants. Ne l'oubliez pas. Donc, augmenter les tarifs signifie que vous n'êtes plus le plus fort sur Terre. Après cette introduction, nous passerons à la Chine, au problème chinois. Mais historiquement, tout cela vient, selon Trump, tout cela vient du fait que le dollar est une monnaie de réserve mondiale. Tout le monde veut avoir des dollars parce que c'est la monnaie mondiale générale et cela maintient le dollar anormalement élevé. Vous comprenez l'idée. Ainsi, les exportations du pays en souffrent. Le compte courant a des déficits permanents, et cela est inacceptable. Cela doit cesser. Eh bien, l'idée est que les tarifs vont aider. Eh bien, vous savez, cela s'appelle le dilemme de Triffin. Triffin était un économiste, et il a dit que, eh bien, entre être une monnaie universelle et avoir des exportations, il y a une contradiction. Ce n'est plus le cas, Pascal. Je suis désolé de te décevoir, mais ce n'est plus le cas. À l'époque de la crise en 2008, 40% de tous les dollars étaient entre les mains des banques centrales. Maintenant, c'est seulement 16%. Et où est tout cet argent? Now only 16%. Now it's only 16%. And where is all this money? Well, institutional investors. Eh bien, des investisseurs institutionnels de lieux douteux, les îles Caïmans, le Luxembourg, tout ça, ils ont tous les dollars du monde. Ce sont eux qui ont acheté les bons du Trésor, pas les banques centrales. Donc le problème n'est pas la rareté de l'argent, qui de temps en temps est aidé par les banques centrales avec des injections de liquidités. C'est fini. Le problème est l'inverse. Il y a beaucoup d'argent sans contrôle parce qu'il n'est pas entre les mains des banques centrales. Les règles qui s'appliquent à cette quantité impressionnante d'argent sont les règles que le génie de Keynes
a appelé les esprits animaux et le piège de la liquidité. Donc cela peut arriver à tout moment, et ce n'est sous le contrôle d'aucune banque centrale. Les banques centrales sont des institutions très sérieuses. Vous savez, la Fed, vous savez. Central banks are very serious institutions. The Fed, they know the ropes. You know what to do. Ils connaissent les ficelles. Ils savent quoi faire, absolument. Mais ce n'est plus le monde des banques centrales, avec la rareté de l'argent. C'est l'inverse. C'est une liquidité surabondante. Dans un monde très très fragile. C'est parce que, vous savez, c'est motivé par l'appétit pour le risque. Nous ne savons pas pourquoi. Je veux dire, la perception du risque. Ils pensent qu'il y a un risque et ils vendent. Et nous sommes, vous savez, le taux d'intérêt commence à monter, les obligations baissent, et nous pouvons très bien finir en haillons, vous et moi, tout le monde. Courez vous abriter dans la grotte la plus proche, vous savez, comme à l'époque de la chute, quand l'Empire romain est tombé et que tout le monde est allé dans les grottes. Donc, nous pourrions très très bien commencer une nouvelle ère sombre. Mais je veux dire, But I mean, what do you think this does on these other Que pensez-vous currencies, right? de I mean, l'impact what sur the ces autres United devises? States is proving right now is Une that chose que les by États-Unis buying prouvent trade actuellement, policy, c'est qu'ils sont un partenaire commercial très peu fiable. you know, the United States Les right États-Unis now sont is probablement le partenaire commercial le plus peu fiable au monde en ce moment, car ils peuvent littéralement changer d'avis du jour au lendemain et modifier fondamentalement les règles du jeu. change the rules of the game Donc, fundamentally. la chose la plus naturelle pour tout le monde est d'essayer de se diversifier autant que possible, loin des États-Unis, tout en essayant de subir le moins de douleur possible de ce changement. Et certains pays ne peuvent pas, comme l'industrie d'exportation du Vietnam, qui est largement axée sur les États-Unis. Pour eux, c'est extrêmement préjudiciable, n'est-ce pas? On the United States. For them, this is extremely hurtful, right? And entire branches of the Et des branches entières de l'économie vietnamienne sont menacées d'effondrement. D'autres pays s'en sortent un peu mieux, mais cela fait quand même mal. Cela signifiera qu'ils essaieront de s'éloigner des États-Unis et du dollar américain dès que possible, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Donald Trump continue de dire que non, le dollar américain restera la monnaie de réserve. Mais il s'en plaint. Et sur le site de la Maison-Blanche des États-Unis, il y a un essai qui dit « D'accord, avoir une monnaie de réserve est un bien public si important que d'autres pays devraient en fait commencer à nous payer pour cela, n'est-ce pas? » Ils se plaignent tout en voulant protéger ce dont ils se plaignent. C'est l'argument de politique économique le plus contradictoire que j'ai jamais vu. Economic policy that I have ever seen. You're absolutely right. Absolument, Pascal. Absolument. Vous n'avez pas besoin de m'interviewer parce que vous avez des idées très claires sur le sujet, vous savez. I wonder how you, Je me demande comment vous, je veux dire, en tant que diplomate, que pensez-vous que les diplomates américains font en ce moment? Ils doivent s'arracher les cheveux, non? Il n'y a aucun moyen de vendre ça. Vous ne pouvez pas tourner ça à votre avantage. You cannot spin this. This is a naked Those who chicken. remain, C'est une situation flagrante. because many of Ceux qui restent au département d'État, car beaucoup des personnes les plus éclairées et les mieux cultivées du département d'État sont partis, traversent une crise. Vous savez, c'est fou. Je veux dire, c'est absolument fou. Eh bien, ils n'ont pas réduit le département de l'éducation. C'est ce dont le monde a besoin. the world needs C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles la perception du risque ne repose plus sur la rareté de l'argent, mais sur la profondeur des marchés financiers des États-Unis et la bonne gouvernance des États-Unis qui fait cruellement défaut. good governance. Comme vous pouvez le voir, tout le monde peut le voir. C'est fou. As you can see, anybody can see it. It's crazy. And the result is that, after all, they are 60% of Et le résultat est qu'après tout, ils représentent 60% de tous les dollars, 60% de toutes les transactions mondiales. Et ils peuvent avoir un effet dévastateur sur l'économie mondiale. Mais oui, regardez les tarifs par exemple. Vous êtes Taïwan, vous savez, la fidèle Cordelia, la fille préférée du vieux roi Lar. Oui. Et puis vous déplacez votre usine aux États-Unis et vous investissez 100 milliards aux États-Unis.
Les tarifs arrivent. 32%. Corée du Nord, 10%. Corée du Sud, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Vous savez, notre meilleur allié, le meilleur dans le cœur. Vous savez, le Royaume-Uni, 10%. Alors les Britanniques sont indignés, vous savez. Quel genre d'amitié est-ce? So the Brits are incensed, you know. What kind of friendship is this? Now, Land Rover and Jaguar have said no Land Rover et Jaguar ont déclaré qu'ils n'exporteraient plus vers les États-Unis. more allies. Est-ce une façon de traiter des alliés, vos alliés? C'est difficile à croire. Vous avez tout à fait raison. L'imprévisibilité des États-Unis crée des ravages. Et nous commençons à en voir les conséquences, mais pas la fin, car cela peut aboutir à une crise de crédit très grave, sinon à une crise de la dette. Et s'il y a une crise de la dette avec les États-Unis, nous allons avoir de sérieux problèmes. Avez-vous une ouverture, vous embauchez à Kyoto ou quelque chose? C'est comme, je vais réduire les pensions et je vais devenir un mendiant, vous savez. Non, J'espère que cela n'ira pas jusqu'au bout de cette voie, ou que les Européens commenceront également à comprendre que d'accord, très bien, nous devons, sinon nous découpler des États-Unis, au moins recommencer à se faire des amis avec d'autres. Parce que le problème des Européens, c'est qu'ils ont pratiquement plus d'amis, n'est-ce pas? Les États-Unis les bousculent en ce moment. Ils ont déjà écarté les Russes, ils dénigrent la Chine, et je pense qu'ils ont oublié, complètement et totalement oublié, que le continent africain existe, parce qu'ils n'en parlent jamais. Ils n'ont plus nulle part où aller. Je veux dire, les Européens sont vraiment dans une situation difficile. Américine, Merford. D'accord. Mais pas beaucoup, car nous investissons massivement aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, que se passe-t-il si les États-Unis disent, comme dans un couple, ce n'est pas toi, c'est moi, c'est de ma faute, c'est moi qui ne te veux pas. La plupart de notre classe politique est morte. Et bien sûr, l'Europe ne peut pas survivre. Je veux dire, si nous sommes les ennemis de la Russie et que nous ne pouvons pas accéder au marché chinois, l'Europe est finie. Je vois en quelque sorte que les États-Unis, en fait, Donald Trump a plus de plans en tête et il a effectivement plus de choses préparées parce qu'il semble maintenant qu'il change sa rhétorique, passant de simples tarifs pour protéger les États-Unis à des tarifs pour punir la Chine, qui sont en fait essentiellement des sanctions. Quelque chose qui au final ressemblera beaucoup à des sanctions. Et il parle maintenant de tarifs secondaires. Shomagevsri strength sells court contide Eastbury Saturn. States that do not put similar tariffs on China. He wants to secondarily sanction. Il veut sanctionner la Chine de manière secondaire, ce qui, à mon avis, ressemble à une tentative de créer une sphère d'influence ou de s'approprier une partie du monde qui ne commercerait qu'avec les États-Unis. Et vous savez, leur offrir la carotte de faibles tarifs si vous imposez des tarifs à la Chine ou le bâton de tarifs élevés si vous ne le faites pas. Et vous savez, les Européens, si les choses se corsent, choisiront immédiatement les États-Unis, n'est-ce pas? D'accord, nous mettrons nos propres tarifs sur la Chine. Mais qu'en est-il du reste du monde? Qu'en est-il du Mercosur? Qu'en est-il de l'Asie du Sud-Est? Pensez-vous que cette approche binaire avec l'économie est quelque chose qui peut fonctionner? Eh bien, franchement, en tant qu'Européen, ce que je pense, vous savez, je ne suis pas prophète, mais il est très probable que cela conduise à une montée irrésistible des partis antisystémiques. Donc, attendez-vous à ce que l'alternative pour l'Allemagne monte. Et en Espagne aussi, vous savez, l'extrême droite gagne en force. Alors l'Europe, souvenez-vous, la crise des années 30 a entraîné la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, et essayé de découpler complètement la Chine et l'Europe. Les États-Unis ont déjà été quantifiés par JP Morgan 2,5 trillions de dollars pour l'économie américaine. Comment les États-Unis peuvent-ils survivre avec une frappe de 2,5 trillions de dollars dans leur économie? C'est difficile à imaginer.
C'est très difficile de tout comprendre. C'est fou. Et bien sûr, il y a quelque chose appelé le Sud global, ou généralement appelé le tiers-monde, qui bien sûr va se rallier derrière la Russie, la Chine et autres. Et maintenant, simple mathématique, Pascal. L'Umma musulmane, la Chine, plus l'Inde, compte environ 5,5 milliards de personnes, et le monde compte 8,5 milliards. Donc, ils sont la majorité des habitants du monde. Comment pouvons-nous prétendre que nous sommes bons et qu'ils sont mauvais? C'est une idée étrange que nous vivons dans un monde de règles et qu'ils sont la jungle. C'est absurde. Cela n'a aucun sens. Nos meilleurs alliés au Moyen-Orient sont l'Arabie saoudite et Israël, à peine des défenseurs des droits de l'homme, sans parler de la Syrie. Al-Jolani, je ne sais pas. Je pense que c'est insoutenable. Donc, ce qui va se passer est une grande question. Nous ne savons pas. Mais la nature des tarifs, eh bien, comme je le suppose, l'idée est que j'impose des tarifs sur vous, mais si vous n'avez pas d'excédent, un compte courant, jusqu'ici tout va bien. Mais si vous avez un excédent, alors vous êtes mon ennemi. Vous devez réévaluer votre monnaie en une devise. Sinon, je vous rendrai impossible l'accès au marché américain. En bref, c'est une sorte de... Vous vous souvenez des accords du Plaza lorsque l'Allemagne et le Japon ont été forcés de réévaluer leurs devises, le Deutsche Mark et le yen? Quelque chose comme ça, mais sur une base universelle. Eh bien, franchement, je ne pense pas que ce soit de la vraie politique. C'est la véritable politique de la ruine. Cela ne peut pas être soutenu. Ce n'est pas la façon de gérer la politique ou les affaires, car la perception du risque, dont nous avons déjà discuté dans ce monde de grands capitaux, cette finance créative, pour le dire gentiment, repose sur la prévisibilité des décisions prises aux États-Unis et la qualité de leur gouvernance. Si les marchés, ces grandes quantités d'argent, ces grands états d'argent, commencent à voir que la gouvernance américaine n'est pas très bonne, ils quitteront le dollar. C'est simple, c'est élémentaire. Et le résultat peut être vraiment dévastateur. C'est élémentaire, vous savez. Maintenant, il est très difficile de comprendre comment, par exemple, un gars comme McKinley, le président McKinley, peut être considéré comme un bon héros. Il est le héros de Trump. Comment ça se fait? Je ne comprends pas. McKinley a créé la crise de 1893. Vous savez, il y a un livre à ce sujet, A Nation of Deadbeats, de Scott Reynolds Nelson. Lisez le livre McKinley, crise de 1893, parce qu'il a augmenté les tarifs jusqu'à un maximum de 50%. Ensuite, vous savez, toute la vie économique des États-Unis a ralenti. Les gens ont commencé à s'inquiéter qu'il n'y aurait pas d'or pour payer leurs obligations. Alors ils ont commencé à vendre des obligations ferroviaires, pas des bons du Trésor. Et le résultat a été une terrible crise. Il est donc difficile de comprendre comment ce type Trump peut dire que McKinley est son héros. Et les tarifs sont, vous savez, l'instrument de choix. Difficile, vous savez. Rappelez-vous, excusez-moi Pascal, un tarif est une taxe sur le commerce. Les tarifs sont une taxe sur les importations et les exportations. Et s'ils sont mal gérés, comme c'est le cas actuellement, ils peuvent paralyser le commerce mondial. Et une crise du commerce serait littéralement la fin du monde. Et c'est ce que nous voyons, vous savez. 64% des importations aux États-Unis ont disparu et 36% des exportations ont disparu. Si les choses continuent ainsi, il n'est pas très difficile de prédire que nous allons entrer dans une crise du crédit. Ce n'est pas la bourse. Si la bourse chute, eh bien, tôt ou tard, vous savez, elle se rétablit. Mais le crédit, c'est une autre histoire. Une crise sérieuse dans ce domaine peut faire ressembler la crise de 29 à une comédie musicale hollywoodienne. Vous savez, chantant sous la pluie. But don't you think that the
Mais ne pensez-vous pas que les autres centres de pouvoir vont travailler d'arrache-pied pour empêcher cela? Je veux dire, Pékin, Moscou, même Bruxelles vont essayer, vous savez, d'avoir des mécanismes de stabilisation et de faire intervenir la BCE ou de parler à la BCE, parce que ceux qui peuvent aider en ce moment sont les banques centrales. Pensez-vous que la politique monétaire sera utilisée pour prévenir le pire? Will be used in order to prevent the worst? Well, you see, Eh bien, vous voyez, les banques centrales vont bien, mais en considérant actuellement qui détient les bons du Trésor, elles ont très peu de poids, car de 40%, elles sont passées à 16%. Donc, c'est plus une question de banque centrale. Comme je vous l'ai dit, cela échappe au domaine de la prévisibilité. Maintenant, nous avons différentes politiques monétaires. La BCE a un taux d'intérêt plus bas parce que nous sommes dans... C'est un mauvais moment, dû principalement à la politique des États-Unis. Donc la BCE baisse le taux d'intérêt. Jerome Powell n'est pas disposé à baisser le taux d'intérêt parce qu'il n'est pas convaincu que cette inflation ne va pas durer. Donc on attend de voir si l'inflation se stabilise ou non, alors que Trump est déterminé à faire baisser le taux d'intérêt. Maintenant, si les tarifs aux États-Unis baissent, ce sera très grave parce que l'inflation est là. S'ils baissent leur taux d'intérêt, l'inflation peut devenir quelque chose de très très sérieux. Et je ne comprends pas comment, vous savez, les conseillers de Trump ne lui disent pas de ne rien dire à Jerome Powell. Il connaît les ficelles. Laissez-le faire son travail. Non, il est déterminé à, vous savez, il veut le licencier. Il ne peut pas. Mais nous verrons, nous verrons. Vous savez, nous verrons. Il veut qu'il baisse le taux d'intérêt. Et je pense que c'est, vous savez, un problème très sérieux. Vous savez, je pense que Jerome Powell, pour le moment, tient bon, a planté ses talons. Mais nous verrons à l'avenir, vous savez. Je suis convaincu que baisser le taux d'intérêt aux États-Unis causerait des ravages à moyen terme. En ce moment, cette approche politique me donne l'impression que les États-Unis ne se contentent pas de se tirer une balle dans le pied, mais qu'ils se tirent dessus à plusieurs reprises, à gauche et à droite, s'assurant qu'ils ne pourront plus jamais marcher. Pouvez-vous penser à un exemple historique? Vous avez déjà fait allusion à Franco juste après la guerre civile espagnole. Pouvez-vous penser à un autre moment où un dirigeant a si massivement mal compris l'économie et ses interconnexions? Y a-t-il un exemple qui vous vient à l'esprit? Eh bien, Hitler. Vraiment? Mais Hitler avait une politique économique qui a effectivement remis l'économie allemande sur les rails, n'est-ce pas? Il est célèbre pour ce keynésianisme économique, essentiellement militaire, n'est-ce pas? Il a déboursé des montants massifs de Deutschmark et a effectivement fait redémarrer l'économie, également grâce à la remilitarisation. Eh bien, l'idée est je pense qu'un très bon livre à ce sujet est celui d'Adam Tooze. Il a étudié l'histoire des relations économiques d'Hitler, et l'idée est qu'il n'était pas le moteur de la reprise, mais plutôt que la Wehrmacht était le moteur de la reprise. Il voulait réarmer le pays et donner tout cela à la Wehrmacht, et cela a finalement créé un monstre, provoqué la Seconde Guerre mondiale et un désastre complet. Un autre type qui a vraiment détruit le pays était Perón en Argentine. Il y avait de l'argent à profusion. Ils avaient tout l'argent du monde, parce que j'avais un ami qui travaillait pour le Fonds monétaire international à l'époque, et il m'a dit que dans les coffres de la Réserve nationale en Argentine, ils ne savaient pas où mettre l'or. Il était même dans les couloirs, vous savez, partout. Alors il a commencé à donner de l'argent à tout le monde, jusqu'à ce qu'il soit bien sûr ruiné. Et une fois qu'il a été ruiné, parce qu'il n'y avait plus d'argent, il a continué à donner de l'argent. Et cela, vous savez, a entraîné le désastre de la forte inflation.
et l'Argentine ne s'en est jamais remise. Probablement l'un des pays les plus riches au tournant du XXe siècle, avec à peu près le niveau de vie des États-Unis. Ils se sont détruits eux-mêmes. Oui, probablement proche de cela, c'est l'Argentine. Calmez-vous, je ne dis pas que la Fed est la Fed argentine. C'est une autre histoire. Ils sont très qualifiés. Ils savent ce qu'ils font. Mais bien sûr, le gars qui est à la barre est fou. Il y a très peu de choses qu'ils peuvent faire. Je pense qu'un bon exemple, un bon précédent d'Elon Musk par exemple, est Alfred Hugenberg. Alfred Hugenberg était l'un des hommes les plus riches du monde et il a soutenu Hitler jusqu'à la fin. Et cela lui a coûté très cher. Il a failli se retrouver devant le tribunal de Nuremberg et il a perdu une partie significative de sa fortune. Ce n'est pas une bonne idée, quand vous savez, s'il y a un désaccord entre le pouvoir et l'argent, le pouvoir a généralement le dessus. C'est comme ça. Je pense que Musk a dû perdre. On dit qu'il a perdu quelque chose comme 30 à 40% de toute sa fortune. Something like 30 to 40% of all his fortune. Already 30 to 40% within the last 2 weeks. Déjà 30 à 40% au cours des 2 dernières semaines. Bon, d'accord. La plupart de cette valeur, c'est de l'argent virtuel à ce stade, n'est-ce pas? Ce genre de richesse est différent de notre genre. Vous savez, avoir quelques économies sur un compte d'épargne et quelques actions ici et là. Je veux dire, ce genre de richesse est tellement grotesque que vous savez, même Elon Musk vendant juste 10% de ses actions entraînerait automatiquement une perte de valorisation pour Tesla, n'est-ce pas? Et donc, il perdrait une partie de sa valeur nette. Je veux dire, c'est bizarre à ces niveaux. À ce niveau-là, l'argent signifie essentiellement juste le pouvoir de décision. Eh bien, évidemment, ce qu'il veut faire, c'est résoudre la question du déficit. Vous savez, parce qu'ils doivent payer 1000 milliards de dollars par an en intérêts. Donc Trump essaie de résoudre le problème. Mais les tarifs douaniers ne sont pas la solution. Et puis il essaie de réduire les dépenses militaires, ce qui est une très bonne idée. Parce que vous savez, 40% de toutes les dépenses militaires mondiales sont américaines. Et maintenant, ils n'ont même pas de munitions. C'est une arnaque, vous savez? Je veux dire, comment se fait-il qu'ils dépensent 40% des dépenses militaires mondiales et que l'Ukraine n'ait pas de munitions? La Russie ne dépense qu'un dixième de cet argent. Et ils ont toutes les munitions du monde. Donc, l'industrie militaire est une arnaque. 1, 2. Il veut que nous payions pour notre sécurité. Bien. Je suis d'accord. Le Japon a probablement peur de la Chine. Et s'il veut être protégé, il doit payer pour cela. Rien contre. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait croire à Trump que si nous payons pour notre sécurité, nous allons partager ses peurs? Pourquoi devrions-nous considérer que l'Allemagne a besoin de 45 bases militaires pour sa sécurité? Pourquoi être, vous savez, avec des missiles? Pour se défendre de quoi? Des Houthis. Pourquoi bombarder les Houthis? Pourquoi ne pas freiner Israël? Si nous payons pour notre sécurité, nous déciderons quel est l'objectif. Quelle est la voie vers, vous savez, l'objectif final de toutes ces dépenses? Trump est convaincu que, vous savez, tel que le monde est, il le restera. Nous payons pour cela. Je veux dire, nous payons pour eux, pour leur sécurité, pour leur idée de la sécurité, nous payons. Et franchement, ce n'est pas acquis. Vous savez, je ne pense pas. Donc nous verrons comment tout cela évolue. Et je suis très sceptique, vous savez, parce que franchement, je ne pense pas que l'Allemagne ait besoin de 45 bases militaires pour survivre. Mais cela m'amène à une question à nouveau sur l'Europe. Il me semble que depuis les 30 ou 40 dernières années, les Européens ont simplement suivi n'importe quel cadrage venant des États-Unis. Si les États-Unis disent ou prétendent simplement que X est le cas, alors les Européens diront, bien sûr, X est le cas. L'un des exemples les plus scandaleux de cela, pour moi, est ce cadrage des dépenses militaires, n'est-ce pas?
L'idée que, et je ne sais pas quand cela a commencé, il y a environ 10 ou 15 ans, soudainement, vos dépenses militaires étaient mesurées en termes de PIB. Combien de votre PIB utilisez-vous pour les dépenses de défense? Et les États-Unis n'ont cessé de dire que nous dépensons 4 ou 5% de notre PIB pour la défense de l'OTAN. Et les pays de l'OTAN ne le font pas. For NATO, and NATO countries don't do that. They are so unresponsible. Ils sont tellement irresponsables. Mais ils oublient complètement, totalement, que c'est l'ensemble des dépenses militaires des États-Unis dans le monde entier, y compris la base militaire de Yokosuka, au Japon. Et quelqu'un doit m'expliquer comment la base militaire de Yokosuka aide d'une manière ou d'une autre l'OTAN à défendre l'Europe. Il n'y a aucun lien. Mais les Européens s'y conforment. Ils sont juste comme « Oh, oui, eh bien c'est vrai. Oui, je veux dire, nous sommes tellement honteux et tout ça. » Et ils trouvent ces excuses. Ils n'essaient jamais de remettre en question le cadre lui-même. Oui. Quand cela a-t-il commencé? Je veux dire, vous êtes dans ce domaine, que l'Europe accepte sans réserve ce que les États-Unis disent être la réalité. Je pense que tout a commencé avec l'implosion de l'URSS. L'URSS a implosé et les États-Unis étaient désespérés à l'idée que l'OTAN puisse disparaître. Et c'était, vous savez, une constante de l'équation. L'OTAN doit survivre. Eh bien, ils ont élargi l'OTAN contre la volonté de l'opinion de personnes très érudites. Et les conséquences ont été dévastatrices. Et l'Europe a suivi. J'ai eu une interview avec M. Rahr, qui est un intellectuel allemand bien connu, et il m'a dit que c'est une sorte de haine détournée. Ils en ont assez d'être considérés comme les méchants du monde, et ce qu'ils font, c'est projeter cela sur un autre pays. Et ils projettent cela sur la Russie. Alors, Poutine est le nouveau Hitler. Nous ne sommes plus hitlériens. Il est le nouveau Hitler. Et puis, bien sûr, ils pensent qu'en faisant cela, ils peuvent modifier la stratégie traditionnelle de l'Allemagne, qui est d'être amis avec la Russie. Vous vous souvenez de Bismarck? Vous vous souvenez de Bismarck? Vous savez, quand il a dit « Quand nos deux pays sont ensemble, tout va bien pour nous et pour l'Europe. » Quand, en raison d'une intervention étrangère, nous sommes l'un contre l'autre, c'est mauvais pour nos deux pays et pour l'Europe. Et il avait absolument raison. Voilà. À l'origine, ils voulaient un accord global sur la sécurité. La carte qu'ils ont montrée est très bien connue. Vous pouvez la voir. Vous pouvez la lire dans Not One Inch de Mary Sarotte. C'est là, vous savez, la République fédérale d'Allemagne. Le ministre des Affaires étrangères a offert une carte. La sécurité est passée de la Grande-Bretagne et de la France à Vladivostok. Les États-Unis, jamais. L'OTAN. Et l'Allemagne est un pays vaincu. Ne l'oubliez pas. Elle est assiégée. Elle est vaincue. Et ils ont accepté ce point de vue. Maintenant, les conséquences ont été terribles. Eh bien, absolument contre le fait d'aller en Irak. C'était bien. Et encore une fois, ils ne voulaient pas que la Géorgie et l'Ukraine rejoignent l'OTAN. C'est bien. Mais ensuite, tout d'un coup, pas tout d'un coup, mais lentement, tout cela a changé. Et il y a eu un changement de paradigme. Et ils sont allés à Minsk. Minsk, accepté à la fois par le président de la France et par Angela Merkel, ils ont fait cela pour donner à l'Ukraine le temps de se réarmer. Et c'est un changement de paradigme, car l'Europe unie a été créée pour prévenir la guerre, et cela a été fait pour favoriser et encourager la guerre en Ukraine. Sans tous ces événements, aujourd'hui, la Crimée serait ukrainienne. Nous aurions un très bon système de sécurité en Europe. Et comme je le dis, tout cela a commencé avec la terrible chute de l'Union soviétique, qui a créé des ravages dans les valeurs acceptées de l'Occident. Souvenez-vous de Georgiev. Si par hasard, l'URSS devait disparaître dans les vagues de l'Atlantique, nous devrions trouver un nouvel ennemi similaire, car toute autre solution inacceptable pour l'industrie américaine.
So nowadays- now we are confronted with this problem, right? We are now in Nous sommes donc maintenant confrontés à ce problème, n'est-ce pas? Nous sommes en 2025 et nous avons des États-Unis déchaînés avec des armes flamboyantes qui exigent que tout le monde se soumette ou meure et paye pour cela. Et, vous savez, l'exemple parfait de cela est l'Ukraine, n'est-ce pas? L'Ukraine a été sacrifiée sur l'autel du pouvoir hégémonique américain et de la capacité à mener une guerre par procuration. Et maintenant, les États-Unis exigent un paiement pour l'effusion de sang en Ukraine. Et les Européens ne se réveillent toujours pas. Ils ne voient toujours pas la perfidie du jeu. Y a-t-il un seau d'eau quelque part que nous pouvons jeter sur les gens? Je me demande juste ce qui peut être fait. On people. I mean, I just wonder what can be done. Yeah, cold shower. Cold shower. Oh, Mahbubani. Douche froide. Douche froide. Mahbubani. Kishore Mahbubani est un grand esprit, brillant. Il a dit « Vous payez en parlant aux Européens. Vous léchez les bottes qui vous frappent au visage. » C'est vrai, il l'a dit très récemment. Et il est célèbre pour avoir dit que l'Ukraine est un agneau sacrificiel géostratégique. L'agneau sacrificiel en termes géostratégiques. Mais eux, vous savez, tout cela est la faute des États-Unis. Ils ont créé le genre d'entité nazie, junte, à Kiev. Et ils étaient prêts, vous savez, à donner une chance. Les États-Unis ont été prêts à donner une seconde chance aux nazis qui ont été vaincus pendant la guerre par l'armée rouge en Ukraine. Au prix de 2 millions de personnes, d'ailleurs, vous savez. Et le résultat a été destructeur pour l'Ukraine. Jeffrey Sachs a averti la classe politique ukrainienne « Ne soyez pas le bélier contre la Russie. Ne soyez pas l'instrument d'un combat entre la Russie et les États-Unis parce que vous allez payer un prix très lourd. » The United States, because you are going to pay a very heavy price. Do you see? I had a talk just yesterday. J'ai eu une conversation hier avec Évariste Bartolo, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Malte. Et Malte semble comprendre, ou du moins la plupart des cercles de la politique étrangère maltaise comprennent, qu'il ne faut pas être un outil dans la politique des grandes puissances. Mais il semble assez seul dans cette position. Je pense que les Irlandais le sont un peu aussi, du moins en ce qui concerne la Palestine. Qu'en est-il de l'Espagne? Voyez-vous un autre pays en Europe qui commence à comprendre qu'il faut une politique indépendante pour s'assurer de ne pas devenir un instrument? Comme je vous l'ai dit lors de mon précédent entretien avec vous, Pascal, tout le monde le sait. Personne ne le dit. Nous le savons tous. Mais nous vivons très confortablement dans ce monde de mensonges. Et je ne vois personne capable de faire un pas en avant et de dire que vous mentez. Acceptons la réalité, vous savez. Et c'est un problème très sérieux, car cela signifie qu'un mensonge ne peut être soutenu que par la répression et la propagande. Pensez-vous donc qu'il s'agit en fait, dans une certaine mesure, non seulement de folie, mais peut-être aussi de paresse? Que les gens sont trop paresseux pour essayer d'accepter que l'empereur est nu et pour essayer de faire quelque chose à ce sujet? C'est de la corruption. C'est de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est de l'argent, en effet. Leur intérêt, vous savez, ils sont payés, bien payés. Parce que ma supposition est que beaucoup de ces gens croient à leurs propres mensonges, ou je pense que beaucoup d'entre eux croient à leurs propres mensonges. C'est pourquoi ils vivent dans une illusion. Mais tu dis genre, non, 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 non. Ils comprennent en fait que les mensonges sont des mensonges. Ils le font parce qu'ils sont avides et paresseux et autres. Donc, en effet, eh bien, certains sont convaincus, bien sûr. Certaines personnes, au lieu d'être des ambassadeurs de l'Espagne, sont les ambassadeurs des États-Unis. On ne peut pas le nier. C'est vrai, mais beaucoup de gens le savent. Seulement, ils savent que leur carrière dépend de dire que le mensonge est vrai. Eh bien, vous savez, la vérité est... Comment c'était? Vous savez, le ministre de la propagande. La vérité est mensonge. Le mensonge est vérité. Vous savez, c'est la guerre, c'est la paix, et la paix, c'est la guerre.
Oui, le livre 984. 1984. Yeah. In the book 1984. Je veux dire, un mensonge est juste une réalité qui ne s'est pas passée de cette façon. Donc c'est toujours une réalité, je suppose. It's still a reality, so I guess. Well, we all know. I mean, if you are a professional, you know. Eh bien, nous le savons tous. Je veux dire, si vous êtes un professionnel, vous savez ce qui s'est passé. Je suis un professionnel. J'étais plus ou moins là ou près de là. Et je sais ce qui s'est passé. J'ai suivi cela depuis le tout début. Et je pense qu'ils ont fait une terrible erreur. La terrible erreur était qu'ils étaient convaincus. Maintenant, il y avait une guerre, et cette guerre avait été gagnée par les États-Unis d'Amérique. Point final. Et les Russes n'avaient rien à dire, parce que, après tout, ils avaient été vaincus. Il y avait une guerre, ils avaient été vaincus. Donc ils devaient accepter tout, vous savez, tout ce que les États-Unis considéraient comme positif. Considered positive. Not very different from the Diktat of Versailles. Pas très différent du diktat de Versailles pour l'Allemagne. Only there was no war. Quelque chose comme ça. Sauf qu'il n'y a pas eu de guerre, vous savez. La question cruciale est qu'il n'y a pas eu de guerre. Et finalement, tout cela s'est déroulé dans cette tragédie et cette stratégie problématique pour les affaires mondiales. Et c'est une question de se souvenir que si lorsque vous atteignez un carrefour, vous prenez le mauvais chemin, plus vous le suivez, plus vous vous égarez. Oui, oui, oui. Inévitable. Ils ont commencé à ne pas aller dans la bonne direction en 1990. Et cela s'est terminé 30 ans plus tard dans ce désastre. Et ce n'est pas la fin. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. It is not the end of it. We don't know what's going to happen next. We'll see. For the moment, I think that Nous verrons. stopping the trade. Pour le moment, je pense que stopper le commerce entre ou imposer un embargo sur le commerce entre la Chine et les États-Unis peut avoir des conséquences très graves pour le monde en général. Very serious. Très graves. But do not let yourself Mais ne vous laissez pas tromper par 125 tarifs. C'est, vous savez, au-delà de 40, c'est absurde, parce que le bénéfice de l'exportation chinoise est plus ou moins de 40%. Donc au-delà de cela, vous pouvez le mettre à 500. C'est équivalent à un embargo. Au-delà de 40, c'est équivalent à un embargo. Et avec un embargo commercial, eh bien, ça peut avoir des conséquences très graves pour tout le monde, vous savez. Merci. Very serious consequences for everybody, No, they do. No, I share that. Non, je partage cela. Et ambassadeur Zoria, vous m'avez dit que vous aviez un dernier mot pour nous, n'est-ce pas? Que vous aimeriez nous rappeler. Remind us of. Yes, I would like to pay humble homage. Oui, je voudrais rendre un hommage humble à l'université de Harvard, qui a eu le courage de tenir bon face à ce duo politique qu'est Donald Trump. We owe a lot. Nous devons beaucoup à l'université de Harvard, beaucoup. Other things, many Entre autres choses, beaucoup de choses. Mais entre autres, cela, vous savez, le contrat social des sociétés contemporaines. John Rawls et par exemple les classicistes, ces petits joyaux que sont la Leb Classical Library, vert pour le grec et rouge pour le latin. Alors merci beaucoup Harvard, merci et bien joué. Bien dit, merci beaucoup pour ces mots. Je suis... Nicely said. Thank you very much for these words. I share the assessment. I mean, for all the faults. Je partage cette évaluation. Je veux dire, malgré tous les défauts que le monde académique peut avoir, il est important qu'il puisse faire son travail, favoriser la connaissance et ne pas être contraint d'obéir au pouvoir. Parce que si vous faites cela, vous sacrifiez essentiellement ce que vous voulez, n'est-ce pas, avec une bonne éducation. Basically what you want, right, with good education. Yes, well, remember the words. Oui, eh bien, souvenez-vous des mots de Lincoln. Si la destruction doit être notre sort, nous devons en être nous-mêmes l'auteur et le finisseur. C'est ce qu'ils font. Suivez la prophétie de Lincoln, vous savez. Et en plus, avoir une monnaie mondiale est ce qui permet à Trump de maintenir le monde en lambeaux. Et c'est ce qui lui permet d'avoir ses caprices et ses colères comme source de sagesse politique. And tantrums as source of political wisdom. And you know, I forgot who said it. It's not for me. Et vous savez, j'ai oublié qui l'a dit. Ce n'est pas de moi. J'ai oublié qui a dit que le seul pays ayant le pouvoir de vaincre les États-Unis, ce sont les États-Unis. Et cela devient vrai. Cela devient vrai. Absolument vrai. D'accord.
Préparons-nous à l'impact et espérons que ce ne sera pas aussi grave que cela pourrait l'être. Et qu'à la fin, le bon sens l'emportera après tout, parce que l'espoir meurt en dernier. Ambassadeur Zorilla, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ambassador Zorilla, thank you very much for your time today. Merci Pascal.